Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. La Fondation des Amis de l'Atelier. Aujourd'hui, je me suis intéressée à la Fondation des Amis de l'Atelier, basée en Île-de-France, mais qui a aussi un établissement à Limoges. Qu'est-ce donc que cela ? C'est ce que va nous expliquer la directrice de la communication, Sandra Gardel. Comme son nom ne l'indique pas, la Fondation des Amis de l'Atelier s'occupe depuis 60 ans de personnes handicapées, des enfants aux adultes, et a créé de nombreux ateliers ou ESAT pour que les adultes aient accès au travail et à l'autonomie. Sandra Gardel nous parle avec passion de cette success story, d'abord associative, puis maintenant devenue une fondation. Pouvez-vous me raconter comment est née la fondation ? Oui, bonjour. Alors la fondation a un peu plus de 60 ans. La Fondation des Amis de l'Atelier, c'est d'abord une histoire de femmes qui, sur un quartier d'une ville des Hauts-de-Seine, qui s'appelle Châtenay-Malabry, sur le quartier de la Butte Rouge, a identifié des familles qui avaient des enfants, à l'époque on disait arriérés mentaux, ce qui est pas très joli, mais c'était le terme utilisé à l'époque, et qui s'est rendu compte du désarroi de ces familles et de leur fatigue, et qui s'est proposé pour être un relais ponctuel pour ces familles. Et donc, avec quelques amis, elles ont commencé à garder comme ça 1 heure, 2 heures, 3 heures, une après-midi des enfants. Et puis, très rapidement, ça s'est su dans le quartier et elles ont accueilli ces enfants chez elles, sauf que, eh bien, à un moment donné, ces enfants, comme tout enfant, un enfant fait du bruit, mais un enfant en situation de handicap parfois plus. Et elles ont eu besoin d'un local pour pouvoir accueillir ces enfants. Et il se trouve que cette femme était convertie au protestantisme et s'est tournée naturellement vers la communauté protestante de Châtenay-Malabry et a demandé à cette communauté un local. Et donc c'est assez joli parce que ils ont proposé un local sur un terrain, le terrain sur lequel est notre siège actuellement à Châtenay-Malabry. Et ils ont créé la nichée. En fait, la nichée, c'était même pas un format associatif, hein, c'était vraiment un local avec des femmes bénévoles qui s'occupaient d'enfants en situation de handicap mental. Et puis après, il y a eu quelques années plus tard, il y a le décret des CAT, vous savez, les centres d'aide par le travail. Maintenant, on parle des AT, qui a été voté. Et en fait, elle s'en est saisie pour créer un des premiers ateliers d'Île-de-France. Et pour cela, ils ont dû créer en fait une association. Et donc c'était comme il y avait des amis qui s'occupaient des enfants et que c'était le premier atelier, ça s'appelait les Amis de l'Atelier. Et comme c'était une association, c'était l'association des Amis de l'Atelier. D'accord. Et c'est en quelle année La création de l'association, c'était en 61 et la nichée, c'était en 1957. Donc vous voyez, ça prend un peu de temps. Oui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a vu ses enfants grandir. Et pourquoi elle s'est saisie de cette opportunité de créer un atelier, un CAT à l'époque ? C'est qu'elle s'est dit, un enfant, ça grandit. Pour s'insérer, il faut les enfants aient un métier. Et puis après, la réflexion s'est menée comme ça. C'est-à-dire, après le premier CAT, c'était de dire, OK, un enfant qui grandit et qui devient adulte et qui travaille, eh ben, il faut qu'il ait une forme d'autonomie. Et donc, l'association des Amis de l'Atelier a petit à petit créé du logement, de l'accompagnement à la vie sociale, etc., en escargot tout autour de Châtenay-Malabry, et puis petit à petit dans tout le 92, et puis petit à petit dans toute l'Île-de-France. Entre-temps, on a eu une transformation du statut de l'association qui est devenue fondation. Donc, en 2011, l'association des Amis de l'Atelier est devenue Fondation des Amis de l'Atelier. Et puis aujourd'hui, on est en Île-de-France principalement, mais également à Limoges. Et puis, on accompagne 4000 personnes en situation de handicap mental, psychique avec autisme, dans 100 établissements, services et dispositifs. Et les personnes qui accompagnent, qui font ce travail-là, ce sont 2500 salariés à la Fondation. C'est quand même pas mal, hein ? Quelle forme de handicap ? Parce que le handicap, c'est large, en fait. Oui, alors nous, c'est vraiment le handicap dit invisible. En fait, nous, c'est handicap mental, donc avec des retards mentaux, handicap psychique, et les personnes qui ont des troubles du spectre autistique. D'accord. On a quelques personnes en polyhandicap qu'on accompagne. Ça, c'est vraiment l'histoire des établissements, vous savez, les agréments qu'on a avec les créations de structures. Donc, c'est quand même très cadré, hein, bien sûr, par les ARS, les agences régionales de santé et les conseils départementaux. Donc, principalement handicap mental, psychique et autisme. D'accord. Est-ce que vous êtes bien connue maintenant, une famille qui a
un enfant handicapé va vers vous assez naturellement en Alors, Île-de-France? ouais, alors il faut savoir que déjà une personne qui est en situation de handicap, pour faire reconnaître son handicap et avoir une orientation vers ce à quoi elle a le droit en matière de compensation, doit faire une démarche à la MDPH, Mhm. donc la maison départementale des personnes handicapées. Et en fait, à partir du moment où la personne a une orientation, charge à elle et à son entourage de trouver effectivement la structure ou l'organisme qui va pouvoir l'accompagner sur cette compensation. Donc nous, oui, on est bien identifiés pour cela. Après, je vous cacherai pas que souvent la difficulté, c'est plutôt un manque de place Et par oui. rapport aux orientations, notamment par rapport même à des zones géographiques. C'est-à-dire que, comme tout à chacun, on n'a pas envie de travailler à l'autre bout d'un département ou hors département. Donc, c'est C'est ça. pareil quand une personne doit avoir un logement ou un travail dans un ESAT. L'idée, c'est de trouver au plus proche de chez soi. Donc, c'est parfois compliqué pour eux. Mais je dirais qu'on est bien identifié en Île-de-France. On est aussi bien identifié à Limoges, même si je trouve que tout est toujours perfectible en matière d'identification. En tout cas, ça fait partie aussi de notre travail de pouvoir communiquer sur ce qu'on fait, sur qui on est. Bien sûr, on n'a pas de difficulté à remplir nos établissements, puisqu'au contraire, souvent on manque de Bien sûr. place. Par contre, nous, ce qu'on aime, c'est pouvoir valoriser ce qu'on fait, puis valoriser les personnes qu'on accompagne, et puis aussi les salariés qui accompagnent ces Bien sûr. personnes. D'accord. Et donc, par exemple, dans les ESAT, c'est quel type de travail qui est proposé pour les personnes? Alors en fait, on a différents ateliers. On va avoir les ateliers, on va dire dits traditionnels, de conditionnement, on va dire plus liés à la logistique. On va avoir aussi des ateliers pour permettre de former les personnes à l'accueil. Donc par exemple, mon bureau, il est au-dessus d'un ESAT là. Donc dans les ESAT, il y a un accueil et ce sont D'accord. des travailleurs qui sont formés et se relaient pour faire l'accueil de l'ESAT. D'accord. Voilà. On a des ateliers blanchisserie, tout type de blanchisserie en fonction des ESAT. On a 8 ESAT, pardon. 7 ESAT en Île-de-France et 1 à Limoges. D'accord. Et puis, on a des ateliers menuiserie à Limoges. On a un très bel atelier menuiserie. On a ces ateliers-là. On a des ateliers cuisine. Alors, soit de la cuisine collective, soit de la cuisine plus traiteur. On a tout ce qui est espace vert, entretien des espaces verts, et on va travailler en fonction des ESAT pour des particuliers, des collectivités ou des grosses entreprises. Je pense que je n'ai pas été exhaustive sur l'ensemble des ateliers, mais disons qu'on a on a un atelier, pardon, j'oubliais, dans le 94, donc dans le Val-de-Marne, on a un atelier maroquinerie. Ah oui. Qui travaillent soit pour des prestataires extérieurs qui créent leur marque, soit nous, on fait aussi des sacs, notamment en bâche recyclée. Voilà, donc on fait plein de choses. Voilà, et d'ailleurs, sur notre site internet, dans chaque ESAT, vous pouvez voir qu'effectivement, on a des ateliers différents. D'accord. Donc les personnes sont payées un peu pour leur travail? Oui, tout à fait. En fait, elles ont un salaire. En fait, alors nous, on gère des établissements médico-sociaux. Et en fait, les ESAT, c'est un peu particulier parce qu'en fait, il y a une partie d'accompagnement médico-social et une partie commerciale. Donc en fait, c'est réglementé. Ils ont un salaire qui est réglementé au niveau de l'État. Et ils ont effectivement un salaire pour leur travail. Et ils ont un travail avec des horaires de travail, des contraintes, des objectifs, etc., dans le respect de leur accompagnement, parce que la moitié, c'est quand même de l'accompagnement médico-social. Et nous, on a une obligation de les former à un métier ou même à des métiers, de valoriser leurs acquis. Et puis d'ailleurs, on collecte depuis quelques années déjà, parce que c'est maintenant possible que les ESAT collectent, on collecte la taxe d'apprentissage pour permettre de financer des actions de formation particulières. Par exemple, on a fait ça et sur de la taxe d'apprentissage et sur du mécénat. On a pu financer un simulateur de conduite pour permettre à des personnes d'apprendre à conduire. On a aussi financé des permis de conduire. On a pu acquérir à travers du mécénat et de la taxe d'apprentissage des véhicules de conduite qui permettent à des travailleurs d'être autonomes pour aller sur leur chantier. Donc voilà, et tout ça, c'est effectivement lié à notre accompagnement médico-social. Parmi les salariés, donc quel type d'accompagnant vous avez en fait? Alors en termes de métiers, je dirais qu'on a 3 grosses familles de métiers.
On a tous les métiers du médical, du paramédical et de l'éducatif. Donc, ça va du psychiatre, parce que dans certains établissements médicalisés, on a des psychiatres, des infirmiers, des aides-soignants, on a des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, on a des kinés, on a des orthophonistes, etc. Donc ça, c'est le côté médical, paramédical, éducatif. On a des métiers de l'administratif, de la technique et de la logistique, puisqu'effectivement, on a besoin de ces métiers-là pour faire fonctionner des structures. Et puis après, on a des métiers d'encadrement et de coordination, parce que d'abord, effectivement, il y a besoin d'encadrement, mais de la coordination, c'est de plus en plus important parce que l'accompagnement du handicap est beaucoup une histoire de coordination de parcours, de coordination avec d'autres partenaires, d'autres associations, avec des hôpitaux, avec des centres culturels, des centres sportifs. Et on a besoin de ces profils de coordination et pour l'usager et même pour nous, parce qu'on va avoir plusieurs établissements et services qui vont travailler main dans la main pour un accompagnement fluide des personnes. Et j'ai vu que vous aviez quand même presque 60 établissements, non, c'est ça? 100 établissements et services. Ah oui, d'accord. Et c'est facile de créer un établissement comme ça? Enfin, normalement, ça coûte assez cher, tout ça. Oui. En fait, on ne peut pas décider comme ça de créer un établissement. Ça, c'était vrai dans les années 60, quand notre fondatrice l'a fait. Maintenant, ce sont des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt lancés par nos financeurs, les ARS et les conseils départementaux, qui lancent un projet en identifiant un besoin et en disant, par exemple, il y a un besoin dans le 91 pour créer un foyer, je dis n'importe quoi, pour des personnes vieillissantes. Ils vont lancer cet appel à projet et des structures comme la nôtre, des opérateurs, donc des associations, des fondations, vont proposer un projet et on va passer devant une commission et ils vont choisir la proposition qui leur paraît adaptée au mieux aux besoins du territoire. Et puis après, ça, c'est vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est vraiment les ARS et les conseils départementaux qui ont une enveloppe budgétaire. Nous, après, pour tout ce qui est, on va dire, financement des projets, nous, on va pas, au niveau de la communication et de la collecte, on va pas agir sur ces financements-là du tout, et ça représente ces financements ARS et conseils départementaux 95 voire 98% du gros, puisque on a un budget à plus de 120, 130 millions d'euros par an. Mais nous, on va travailler sur des projets plus locaux, c'est-à-dire par exemple sur la mise en place. Je vais vous donner un exemple sur Limoges, puisqu'on parlait ensemble justement de nos établissements de Limoges. Là, par exemple, on s'est rendu compte que, en fait, la fondation fait des actions en fait transverses, et notamment, on a fait une action sur tout ce qui est sport santé, parce que la sédentarité, on le sait, c'est ce qui est de pire pour tous. Et pour des personnes qui peut-être sont plus fragiles, ça peut s'accentuer, ça peut accélérer finalement leur vieillissement. Et dans le cadre de cette politique sport-santé, nous, on a plusieurs objectifs. La première, c'est bientôt ce que je disais, lutter contre la sédentarité et les pathologies. C'est aussi préserver la mobilité et l'autonomie. Et ça, c'est un de nos axes d'accompagnement. C'est l'autodétermination, l'autonomie, pour que chaque personne qu'on accompagne puisse vivre le plus normalement possible, enfin comme vous, comme moi, et améliorer la santé mentale. On sait que le mouvement, ça fait du bien à la tête. Et puis aussi tout ce qui est développer la sociabilité et l'inclusion sociale, parce que c'est pas en restant dans sa chambre ou dans son établissement. On est tous d'accord. Et donc en fait, le projet Mobilité Vélo pour tous, c'est puisque c'est un projet qui est en cours. C'est équiper un de nos établissements, un de nos foyers de Limoges en vélo adapté pour faciliter les déplacements, parce qu'en fait, ce foyer, il est à Saint-Just-le-Martel, donc dans la campagne, et pour aller un peu plus loin, et c'est vrai que il faut, pour les déplacements, les sorties, il faut des moyens de transport. Ça permet aussi d'encourager l'activité physique et adaptée. Ça permet aussi de développer la confiance, d'être en capacité de se déplacer seul ou avec un professionnel. Oui, sans doute, oui. Bien sûr, voilà. Et puis ça permet de favoriser la mobilité douce aussi. Donc voilà, c'est ce genre de projet. Ça, c'est pas financé par les ARS et les conseils départementaux. Et donc voilà, c'est aussi notre job au niveau de l'équipe communication et collecte de trouver des mécènes pour mécéner ce type de projet. D'accord. Donc vous nous disiez qu'à Limoges, il y avait plusieurs établissements. Oui. C'est récent. Oui. Alors, en fait, c'est des établissements qu'on a repris il y a une quinzaine d'années. Au départ, elles étaient gérées par la Fondation d'Auteuil. Mais en fait, à l'époque, les financeurs nous ont demandé de les reprendre
parce que c'était plus dans notre champ d'action, c'était plus centré handicap mental. Donc, on a repris ces établissements, oui, il y a une bonne quinzaine d'années. Et dans ces établissements, il y a plusieurs types d'établissements. Il y a des établissements, alors nous, on travaille en plateforme. Donc, il y a une plateforme habitat et services médicalisés. Donc, dedans, il y a un foyer médicalisé qui fait des activités en jour et une section d'animation, donc c'est un accueil de jour. Et on a un dispositif d'habitat inclusif à Saint-Léonard de Nobal. Alors ça, c'est la plateforme habitat et services médicalisés. On a la même chose en non médicalisé. Ça, c'est en fonction de l'orientation MDPH. Donc, on a un foyer et des appartements qui s'appellent Le Kaolin dans Limoges. On a le SAVS, donc c'est le service d'aide à la vie sociale, c'est des services à domicile, notamment où les personnes viennent, mais c'est un accompagnement, on va dire, plus ponctuel à Limoges. Et on a aussi de l'habitat inclusif. Et puis, le troisième axe, c'est on a un ESAT à Limoges, dont je parlais. Qui notamment a une très très belle menuiserie, qui fait des très beaux meubles de jardin, des nichoirs, etc. Super. Donc combien de personnes sont accompagnées à Limoges? Je crois que le chiffre exact c'est 267 places. En gros, pardon, sur la partie travail à l'ESAT, il y a 113 places. Sur la partie non médicalisée, on doit être à une centaine de places. Et le reste, c'est sur les services médicalisés. Et alors, depuis combien de temps travaillez-vous pour cette fondation? Alors moi, j'ai la chance de travailler à la Fondation depuis 11 ans. D'accord. Voilà. Et quelle satisfaction en retirez-vous? Alors moi, j'ai pas toujours travaillé dans l'associatif. Moi, j'ai eu un parcours prépa, école de commerce. Après, j'ai travaillé dans les médias pendant 10 ans. Et puis, ça a été un changement de vie. J'ai eu mon premier enfant et là, j'ai eu besoin de chercher du sens. Mais sauf qu'en 2008, chercher du sens, c'était pas très à la mode. Oui, c'est vrai. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que j'adorais mon métier de directrice communication, mais que j'avais peut-être besoin de le faire dans quelque chose qui avait du sens pour moi. Et à l'époque, rien n'avait plus de sens pour moi que les droits de l'enfant. Et donc, j'ai commencé à travailler dans une ONG sur les droits de l'enfant, qui était super. Sauf que je voyais plus mon fils parce que j'étais toujours entre Paris, Bruxelles et Genève. Ah oui, oui. Donc ça avait plus de sens du tout. Donc voilà. Après, je me suis mise en indépendante pour créer pendant 5 ans, j'ai créé du lien entre les associations, les collectivités et les PME. Donc ça préfigurait un peu les actions de RSE. Mais encore une fois, là, on était en 2010, donc il y a 15 ans. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai adoré. Et plus je travaillais avec le secteur associatif, je l'avais vu de l'intérieur, de l'extérieur, plus je me disais, mais il y a des choses extraordinaires à faire. Et en 2014, j'ai eu la chance d'être contactée par la Fondation des Amis de l'Atelier. Et puis, ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur avec la directrice générale que j'ai rencontrée. Ça a été un coup de cœur sur la fondation elle-même. Et j'ai embarqué dans cette formidable aventure et j'y suis toujours et j'y suis toujours aussi heureuse. J'ai la chance d'avoir des bureaux qui sont au-dessus de l'ESAT. Ça veut dire que tous les matins, quand j'arrive, je peux saluer une bonne partie des travailleurs qui sont sur cet étage d'arrivée, échanger avec voilà, donc je ne suis jamais très loin du terrain. Et puis, et c'est aussi ça, vous me disiez, qu'est-ce que j'en tire? J'en tire que le siège n'est pas dans une tour d'ivoire et on est en proximité immédiate de ce pourquoi on est là. Et ça, c'est très important. Et je le répète souvent, mais vous savez, quand le matin j'arrive et que je vois pour partir des petites camionnettes avec le logo de la fondation qui ont été financées par le travail de mon équipe, et les travailleurs le savent pas spécialement, et c'est très bien comme ça. Moi, je suis très fière du travail qu'on fait à la Fondation. Si on veut aider la Fondation, est-ce qu'il y a des liens qu'il faut connaître? Aider la Fondation, c'est la connaître et en parler déjà. Donc, il y a le site internet, c'est www.fondation-amidelatelier.org. Sur ce site, vous verrez, on a tous nos réseaux sociaux. Donc, nous suivre, c'est nous soutenir. Donc, je dirais, allez voir, n'hésitez pas à liker. Et plus concrètement, comment on peut nous soutenir? On peut faire des dons à la Fondation. En tant qu'entreprise, on peut être mécène, même sur des petites sommes, même sur des petits projets.
Mmh. Tout va au bénéfice des personnes en situation de handicap. Et puis, en tant qu'entreprise, toutes les entreprises payent une taxe d'apprentissage. Et donc, vous pouvez nous affecter cette taxe d'apprentissage. De toutes les façons, vous la payez. Donc, Ah oui. j'ai envie de dire, chères entreprises, n'hésitez pas à l'affecter à nos ESAT Mmh. et à nos pôles enfance aussi, puisqu'ils sont Mmh. aussi éligibles à la taxe d'apprentissage. Donc, D'accord. ça, c'est très important. Et puis, pour des entreprises, parce que là, on parle national, mais souvent, les entreprises aiment bien le faire au niveau local. Donc, en Île-de-France, on a des entreprises qui nous donnent sur nos 7 ESAT et nos 2 pôles enfance. Et puis, Mmh. sur Limoges, n'hésitez pas, si vous êtes des entreprises du coin de Limoges ou de la région, d'affecter votre taxe d'apprentissage à l'ESAT La Ribière. Vos affectations de taxes d'apprentissage permettraient de financer des projets de l'ESAT, et donc ça bénéficierait à plus d'une centaine de travailleurs. Mmh. Donc ça, c'est pour moi, voilà, c'est comme ça qu'on peut soutenir vraiment. Et puis il y a aussi autre chose. Ah ah, dites-moi. Soutenir, c'est Mmh. aussi connaître. Et en fait, on organise au mois de mars chaque année, mais on peut le faire aussi un peu sur mesure pour des entreprises qui voudraient le faire, des duos 2. Et Les qu'est-ce que duos c'est que 2. ça? Ouais, Ah ah. DO2. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Duo Day, qui est Non. un événement annuel, en fait, qui a été pas mal communiqué et promu à l'époque de Sophie Cluzel. C'était le fait que des salariés en entreprise puissent inviter pour une journée une personne en situation de handicap pour découvrir son vie, ma Mmh. vie. Et nous, on l'a fait dès le début du Duo Day. Et en fait, ça a tellement bien marché qu'on a créé le match retour, le Duo 2. Mmh. Et du coup, nous, on le fait en mars, parce que le Duo-Day, c'est en novembre, pendant la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et nous, on le fait en mars, le 26 mars. Et l'idée, c'est qu'on invite des salariés à venir passer une journée de vie ma vie avec un travailleur des AT dans les AT. Ah oui, d'accord. Donc, et ça, c'est génial. Et Mmh. c'est incroyable. Ce qui se passe, c'est incroyable. Le regard change, le regard réciproque change. Et je dirais que soutenir le handicap, bien sûr, il y a l'aspect financier sur les projets, mais c'est aussi mieux connaître la différence. Mmh. Et je vous invite, vous, Mmh. les personnes qui écouteront le podcast, à vous rapprocher de nos ESAT pour vivre ce duo 2 et à créer des passerelles aussi avec les structures, parce qu'il y a toujours des belles choses à vivre. Et nous, Mmh. notre métier à la communication, c'est aussi de collecter tous ces retours. Et je peux vous dire que chaque année, ça nous met des frissons. Écoutez, merci beaucoup. C'est toujours intéressant de voir comment une association évolue avec le temps et comment elle répond, comme ici, aux nouveaux besoins des personnes handicapées en suivant l'évolution de la société. Longue vie à la Fondation des Amis de l'Atelier. Si vous voulez en savoir plus sur cette fondation et ses divers établissements en Île-de-France et ailleurs, voici les coordonnées de leur site. fondation-du6 amidelatelier.org. Ce podcast se termine. Si vous souhaitez le réécouter, il sera disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube le lundi 9 mars à 9h. À bientôt pour une nouvelle rencontre.